On va remercier d'abord l'équipe du Bistrot du Vélo, notamment Nathalie qui est au comptoir et qui nous permet avec Yvan de nous autoriser à faire cette réunion publique dans le cadre des municipales. On est là aujourd'hui au titre de la liste Buchan 2020 Énergie citoyenne arrosée. On est là pour parler du programme, de l'équipe, de ce qui nous motive, pourquoi on a monté cette liste. Bonsoir Eric. Oui, bonsoir, ça me fait drôle. Eh oui, pourtant on a répété. Pas longtemps. Pas longtemps, c'est vrai. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot, parce que je crois que tu tenais vraiment beaucoup au fait de faire cette réunion ici. Pourquoi ce lieu ? D'abord, avant de commencer, je vais quand même saluer la présence de Gilles Rottière, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Et moi, j'y suis extrêmement sensible. On en avait parlé. Quand on a Walter et moi commencé à envisager d'être dans le débat politique et de constituer la liste à laquelle vous participez, j'avais été voir Gilles en tant qu'ancien maire, président de la métropole, et parce que je voulais avoir un peu son sentiment par rapport à tout ça, et j'ai rencontré quelqu'un qui a fait preuve d'une grande bienveillance par rapport à notre démarche. Et donc, pour moi, c'était un gage de crédibilité, parce que on n'a pas toujours été d'accord pendant les années où on a fait de la politique ensemble, mais au bout du compte, j'ai cru comprendre qu'il avait un peu la perception que dans le moment, je faisais partie des gens qui étaient crédibles pour m'engager sur les municipales. Voilà. Et donc, quand je lui... Et de façon assez naturelle, il m'a dit, si tu organises un moment de rencontre publique, je viendrai. D'autant que la presse qui devrait être là, qui n'est pas encore là, avait installé un peu l'idée que l'ancien maire de Rezé soutenait une autre liste. Bon, même si je crois savoir qu'il a aussi de la sympathie pour cette autre liste, mais je crois qu'il est aussi sensible à la démarche dans laquelle on est. Et je pense même pouvoir dire qu'à un moment donné, il pourrait être sensible à des formes de rapprochement entre ces différentes mouvances politiques. Je ne trahis pas, si tu veux... Voilà. Peut-être que Gilles, tu auras l'occasion de t'exprimer au cours de ce débat. Donc ce préalable, il était important à faire parce que il est vrai pour moi, mais il est vrai pour vous, d'une certaine manière. Parce que Gilles, pour la plupart d'entre vous, vous le connaissez, mais lui, vous ne connaissez pas. Donc c'est aussi un moment de rencontre entre nous, avec lui. Et puis je pense qu'il perçoit, y compris de façon un peu naturelle, la manière dont on a construit cette liste avec des citoyens engagés, nouveaux, en dehors des espaces traditionnels dans lesquels on a pu évoluer, et notamment du parti socialiste. Et donc je trouve ça plutôt intéressant. Bon, c'était quoi la question ? La question, c'était le lieu, mais je te remercie, Eric. Le lieu, oui. Alors pourquoi on a fait... Christopher arrive. Pourquoi on a fait ça ici ? Parce que je dirais pas que tout a démarré ici, mais en tout état de cause, c'est un lieu convivial, sympa, où on se sent bien, et on avait envie d'être là ensemble, en tout cas... quand Walter et moi, puis je pense qu'avec les gens qui viennent le lundi soir assez régulièrement, on s'est dit que tant qu'à faire, organisons cette rencontre dans un lieu où on se sent bien, chaleureux, et comme effectivement Yvan et son équipe ont accepté que les choses se fassent ici, moi je considérais que c'était assez naturel. Et puis, d'une certaine manière, ça correspond bien à ce qu'on est. Je veux dire, on aurait pu réserver une salle municipale comme ça se fait traditionnellement, et puis tenter de faire une réunion avec dans les quartiers, comme les autres listes le font, hein, chacun a son engagement, mais je trouve que ça correspond bien à ce qu'on est en tant que liste, dans ce qu'on représente, et donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on souhaitait faire ça ici.
Alors, pour répondre à Nicolas et pour poursuivre ce que tu dis, comment va se dérouler la soirée? Puisque tu me posais la question. On a prévu un temps de questions-réponses entre Eric et moi autour d'une vingtaine de minutes. Asseyez-vous. Qui vont permettre... Alors, les colistiers, vous connaissez bien notre aventure, mais c'est peut-être aussi l'occasion de reparler d'un certain nombre d'éléments qui nous ont amenés à mettre en place cette démarche. Et puis peut-être pour les gens qui ne connaissent pas encore et qui souhaitent nous rejoindre en cours de route dans la réunion, eh bien vous aurez aussi la possibilité de nous interroger à la suite désolé. de ce temps de présentation. Alors qu'est-ce que je disais? Oui, alors sachez qu'au-delà de ce temps qui est prévu donc aujourd'hui, on a jusqu'à 21h, on a l'autorisation de rester jusqu'à 21h. Merci Nathalie d'avoir décalé ton babysitting pour nous. Oui, c'est important. Et son temps de travail. Exactement. Et on aura 2 temps aussi en direct. Jeudi prochain, donc le jeudi 5 mars, si j'ai bonne mémoire, exactement, à 19h30. Et le jeudi 12 mars, donc le jeudi suivant de la semaine d'après, sur Internet, où Eric répondra aux questions des internautes et à toutes les autres questions qui se poseront. Alors, peut-être pour démarrer, Eric, voilà pour les présentations. Est-ce que tu pourrais tout simplement commencer par te présenter et rappeler un petit peu ton parcours en politique? Je pense qu'elle peut intéresser aussi nos colistiers qui connaissent une part de ton parcours, mais dis-nous à quand ça remonte. Alors, à quand ça remonte, je me souviens plus. Mais c'était en noir et blanc. Non, je plaisante. Non, mais ceci dit, bon, je suis un socialiste. Pur jus, enfin je l'ai été longtemps, rocardien, pour ceux à qui ça dit encore quelque chose. Non, mais je pense que Rocard ça dit encore quelque chose. Non, mais c'est important parce que ça permet de préciser un peu le cheminement qui a été nôtre. Donc j'ai été au Parti socialiste à Rezé, c'est là où j'ai rencontré Gilles, enfin, et puis d'autres socialistes. Ça a été un lieu de formation, je dirais presque personnelle et politique, hein, parce que c'est pas bon. Ça a bien changé de mon point de vue, mais à l'époque, en tout cas, où moi j'y suis rentré, et puis au fil des années, j'ai été secrétaire de section, j'ai été secrétaire fédéral, enfin bon, j'ai exercé différentes responsabilités au sein du Parti socialiste, mais à l'époque où le Parti socialiste était un parti de gouvernement, un parti de responsabilité, un parti qui était en situation de fédérer et pas un parti qui était en situation de cliver d'une certaine manière comme il l'est aujourd'hui. En tout cas, c'est l'analyse que j'en fais et c'est la raison pour laquelle je l'ai quitté il y a un an et demi, 2 ans. Ça m'a permis, puisqu'à l'époque ça fonctionnait un peu comme ça, je veux dire, démonstration est faite qu'aujourd'hui c'est plus tout à fait la même chose. Ça m'a permis, en étant au Parti socialiste, d'exercer un certain nombre de responsabilités en tant qu'élu, puisque quand Gilles était maire, j'ai été adjoint à la culture, donc ça a été une belle délégation. Enfin, tu l'as été toi aussi à une époque. Comme quoi, ça peut mener à tout. Hein. Non, je plaisante. Mais non, ça a été une belle délégation dans laquelle moi, je me suis, à titre personnel, beaucoup réalisé. C'est aussi, et on n'était pas très nombreux à l'époque, au moins toi et moi, à ce moment-là où on a porté la question de l'auditorium, puisque je ne devrais pas le dire, mais le maire sortant qui fait ses vœux régulièrement à l'auditorium aujourd'hui était de ceux qui, quand même, étaient très très critiques. Il voulait l'arrêter. Voilà. Donc voilà. Donc on a porté des projets, on a porté des équipements. Le chronographe, qui est un équipement métropolitain aujourd'hui, bon, on le doit à Gilles en tant que tel. Et le chronographe serait pas si c'était pas, mais j'y reviendrai plus tard, serait pas si c'était pas un équipement métropolitain ce qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, j'ai exercé des responsabilités. Et ensuite, je me suis plutôt engagé, y compris du côté de la métropole, où j'ai exercé un certain nombre de responsabilités, où j'ai siégé dans un certain nombre de syndicats mixtes. Je vous dis ça parce que c'est important, cette expérience acquise, parce que les enjeux, quand même, aujourd'hui et demain, c'est plutôt là que ça se passe, malgré tout, au niveau de la métropole et dans l'ensemble des instances qui mettent en place les politiques publiques.
Donc j'ai siégé à la Sémitan, j'ai siégé à NGE, enfin voilà. Donc je ne vais pas détailler le parcours, mais j'ai acquis l'expérience qui est une expérience nécessaire quand on veut assumer un rôle de premier magistrat d'une ville et quand on veut peser positivement et de façon intelligente dans une relation à la collectivité métropolitaine. Voilà. Pour toi, il faut de l'expérience. Il faut de l'expérience, il faut des acquis. Moi, je le dois au maire de Rezé qui m'a fait confiance et qui m'a permis, y compris, d'être élu métropolitain. Et ça, c'est indispensable. Faut bien avoir conscience que l'histoire, elle est là. Elle est dans l'intercommunalité. Et dire le contraire, à mon avis, est ou une méconnaissance, ou c'est au moins une méconnaissance des enjeux. Est-ce que tu peux revenir sur la genèse en disant à quel moment tu t'es dit tiens, je vais monter une liste, pourquoi je veux être candidat au fait, pourquoi je me sens légitime pour être candidat? Je l'ai un petit peu dit. Alors, l'expérience, oui. Oui, je l'ai un petit peu dit, mais en fait, il y avait deux choses. Il y avait la question de l'offre politique, et je considérais qu'il y avait quelques marqueurs sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Il y avait quelques marqueurs sur lesquels il fallait, à mon avis, porter le débat. La métropole en fait partie, mais la question, même si elle est venue un peu plus tard, la question de l'aéroport en fait partie aussi. La question de la gouvernance en fait partie. La question de l'aménagement en fait partie. Enfin bon, les quelques priorités qu'on a identifiées dans le programme. Ouais. Donc il y avait la question de l'offre politique, et puis il y avait aussi, et je l'ai un peu effleuré à travers mon expérience, il y avait la nécessité que un candidat, ça s'improvise pas. On joue pas à être maire, et on joue pas à être candidat comme tête de liste au municipal. C'est des choses qui s'acquièrent progressivement. Moi, j'ai pas du jour au lendemain considéré que j'étais à la hauteur pour exercer ce type de fonction. C'est des choses qui se sont construites, je dirais, au fil du temps, et j'ai mis un paquet d'années pour imaginer que c'était possible. Et donc, je dis ça parce que quand j'ai vu un peu le paysage politique, si je fais abstraction des lignes politiques sur lesquelles je suis pas en phase, que ce soit l'extrême gauche ou la droite classique, parce que même si Philippe Sélier veut se faire passer pour un centriste, c'est quand même la droite qui a soutenu Bellamy aux européennes, donc c'est quand même une droite assez dure et assez traditionnelle pour une part. Après, j'ai regardé un peu le paysage politique, et j'ai considéré que, mis à part le maire qui a l'expérience effectivement politique comme moi, et y compris l'expérience de la métropole, j'étais le seul. Tu préciseras si tu veux. J'étais le seul à avoir cette double expérience qui me permettait de saisir les enjeux et d'être en responsabilité pour porter un projet au niveau de la ville et le porter aussi au niveau de la métropole. Et comme je considérais que le maire sortant n'était pas le mieux placé pour repartir sur un mandat, je me suis dit que j'étais ma modestie doit-elle en souffrir? Je m'étais dit que j'étais la seule alternative crédible, et j'ai décidé de prendre mes responsabilités, parce que, je veux dire, à un moment donné, on peut pas être dans la critique ou dans le commentaire, il faut y aller, quoi. Bon, et j'ai décidé d'y aller, et on a décidé avec Walter d'y aller, parce que j'en profite, mais c'est peut-être la question qui allait venir après, mais j'anticipe. Ouais. Quand on a décidé d'y aller tous les deux, oui, on était un peu seuls au départ. C'est pas tout à fait ce que je voulais dire, mais on avait de l'envie, on avait de l'engagement, on avait de l'énergie, d'où la liste, mais on était sûr de rien, parce que comme vous le savez, on a fait le choix de partir sans appareil politique, dans une démarche citoyenne au premier sens du terme, parce que tout le monde parle de citoyenneté dans cette campagne, mais quand on regarde l'ensemble des listes, elles ont toutes, de près ou de loin, le soutien d'appareils politiques. Bon. Nous, on n'est pas dans ce cadre-là, et effectivement, on était sûr de rien, et on a commencé à tirer le fil. Et puis c'est en tirant le fil que d'autres ont tiré le fil, et puis qu'on a réussi à construire
une liste qui, au-delà du fait qu'on ait atteint le nombre nécessaire, est une liste, et je le dis, alors effectivement, c'est un peu facile de le dire comme ça, mais je le ressens comme ça. Une liste de qualité, une liste avec des personnalités, du Rosé d'hier, mais aussi du Rosé d'aujourd'hui. Et ça, c'est important. Moi, je parlais de ma culture politique précédemment. Je considère que là, on a une diversité de personnalités, du public, du privé, des gens qui correspondent à ce qu'est le Rosé métropolitain, d'une certaine manière. Et donc ça, c'est quand même une belle réussite pour nous. Et on a passé quelques nuits difficiles, mais grâce à vous, on a réussi. Voilà. Alors, sur cette liste, effectivement, tu as embarqué des gens un certain moment Oui. avec nous. Il y a des associatifs, notamment le COSETA. J'ai bien dit le COSETA et pas la COSETA. Alors oui, à titre... Bon, enfin, vous le savez bien, mais c'est important de le redire. Il y a à la fois des gens qui se sont engagés à titre très, très individuel, avec des ressorts différents, des soutiens par rapport à moi. Je pense à Laurent, qui est un copain d'enfance, qui était assez loin de la chose politique. Quand je lui en ai parlé, ça l'intéressait, mais et puis en fait, il y a été. Alors, il y a été pour moi. Puis en plus, il prend goût. Il va coller des affiches, il tracte. Bon, voilà. Et non, mais ça c'est quand même ça, c'est des choses importantes, quoi, parce que on voit bien qu'un des enjeux, c'est des gens qui étaient citoyens, qui avaient des engagements divers et variés, puis qui à un moment donné ont considéré qu'ils avaient aussi une place à prendre, voilà, dans ce nouveau projet. Et par exemple, Laurent en fait partie. Alors après, il y a des gens, par ailleurs, je pense à Jean-Noël ou à Emmanuel, qui sont des gens qui sont engagés, par exemple, dans le projet lié aux Naudières. Bon, ben ça c'est un engagement de nature politique qui était autour d'une question en particulier, et qui du coup on franchit le pas pour s'engager un peu plus dans un projet territorial et dans une liste municipale. Est-ce que tu peux rappeler la nature de cet engagement sur les Naudières, par exemple ? Les Naudières, c'était la question de la préservation du bois des Naudières en particulier, mais peut-être qu'ils en parleront s'ils le souhaitent. Hein. Nicolas, qui est l'ancien président de l'Arpège, quand on en a parlé, au départ, puis après il y est venu progressivement parce qu'il s'est retrouvé dans la démarche, il s'est retrouvé dans le projet. Je parle pas à votre place parce que vous pourrez le dire vous-même, mais voilà. Et Nicolas, moi je l'ai pratiqué quand il était à l'Arpège. Il était à l'Arpège au moment difficile de l'Arpège. Au moment où il y avait des économies à faire, au moment où l'Arpège commençait un peu à être démantelé sur une partie de ses missions, et il a pris dur à l'époque. Et donc je suis reconnaissant du fait que malgré tout tu t'es accepté de continuer à te mobiliser dans le cadre de ce projet-là. Et puis il y a le COSETA. Alors il y a un certain nombre de membres éminents du COSETA. On fera un petit point spécifiquement là-dessus, mais là c'est Paolo, il n'écoute pas, il parle. Ah, mais il est arrivé. Tu vois, je parle. Tu vois, alors, non seulement il est en retard, mais il n'écoute pas en plus. Et donc le COSETA, c'est pareil. C'est des gens, on s'est rencontrés. Je pense que la clé d'entrée, ça a été celle-là. Mais au-delà de celle-là, ça a été des gens qui se sont reconnus dans la démarche, dans le projet. Parce qu'on n'est pas une liste COSETA, on porte la question. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais on est une liste avec un projet forcément beaucoup plus global que ça. Et moi, on est assez heureux de considérer que des gens qui s'étaient mobilisés sur un sujet comme ça ont accepté de nous rejoindre par rapport au projet global. Voilà. Et donc ça, c'est important. Alexander, parce qu'on parle, tout le monde parle d'écologie, mais Alexander qui est ingénieur en énergie renouvelable, on va pas lui la faire sur la question de l'écologie. Et donc ça fait partie de je pense à Sarah qui fait des permanences à Scopelli, dont j'ai découvert l'autre fois chez elle que elle fait du zéro déchet, elle fait tout en vélo. Donc c'est beaucoup. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une liste. Tu peux faire des tutos, s'il te plaît. C'est une liste qui a aussi une vraie sensibilité écologique, mais sans forcément les logiques d'appareil classiques, mais qui a une couleur verte aussi.
Et ça, c'est parce qu'on essaie toujours de nous qualifier. Donc j'en dirai 2 mots tout à l'heure, mais donc une liste citoyenne et écologique, notamment, mais pas que. Il y a une diversité de profils, on peut dire. Oui. Moi, je dirais une liste citoyenne, une liste bon. Moi, j'ai une sensibilité de gauche, donc j'ai pas eu le sentiment dans les discussions qu'on a eues que c'était des choses fondamentalement qui dérangeaient les gens qui étaient sur la liste. Après, on est plutôt dans une gauche ouverte, on est plutôt dans une gauche qui est une gauche modérée, avec un volet écologique important. Et puis on est surtout une liste qui veut pas être rentrée dans des classifications d'appareils politiques classiques. On est dans autre chose. Voilà. Et c'est important de le dire comme ça parce pas d'étiquette, donc. On est, hein? Ouais, pas d'étiquette. Non, parce qu'on essaie de nous enfermer dans des cahiers des charges et bon, moi, ça me gonfle un peu, ça. Je veux dire que j'ai pas repris ma liberté politique pour que on essaie de nous enfermer dans autre chose. Voilà. Je veux dire, on est libre. On est une liste libre de gens libres. Voilà. Alors, ça, c'est important de le dire. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est pour l'équipe. On a travaillé pendant des semaines sur un programme. On est arrivé à 60 propositions. Alors certains en ont fait 150, tu me diras. Mais on n'est peut-être pas payé au kilo. On a surtout 6 axes qui nous distinguent, 6 sujets qui sont importants. Si tu veux bien, on y revient point par point, à moins que tu veux revenir sur les 150. Sur les 150 propositions, je faisais un petit calcul rapide. C'est que 150 propositions, c'est plus de 2 propositions par mois. Bon. Bon, moi je veux bien qu'on communique pour communiquer, mais c'est voilà, je veux dire, c'est pas. J'espère que les services sont au taquet, hein, parce que quand même, il faudra les sortir, les mettre en œuvre. Hein. Je dis ça aux fonctionnaires qui sont là, ils savent de quoi je parle. Puis j'espère aussi que on a gagné au loto, parce que sinon le contribuable il va payer. Non, enfin, pour être sérieux, je pense qu'il faut arrêter la communication, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut être en capacité de produire ce qu'on est capable de produire et d'aller sur l'essentiel. Parce que pour le reste, et je pense que les gens, enfin en tout cas ce qu'on a entendu nous dans les marchés en tractant, c'est que les gens sont pas dupes, hein, et c'est très bien comme ça. Alors parmi les 6 points, tu aimes placer haut et fort, je dirais, la métropole. Pourquoi commencer par la métropole? Pourquoi c'est si important? Parce que c'est important, parce que à la fois je pense que les gens ont pas forcément. D'abord, oui, les gens ont pas forcément conscience en tant que tel de ce que ça représente la métropole dans le rapport avec une ville. Faut bien comprendre que 70 ou 80%, enfin, je peut-être un peu, j'exagère peut-être un peu, mais enfin, en tout cas, les compétences stratégiques et essentielles sont à l'échelle d'une métropole aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas s'inscrire dans un rapport de défiance vis-à-vis d'une métropole, sur le fond et sur la forme. Sur le fond, parce que en plus, Rezé est aujourd'hui non seulement la 3e ville de l'agglomération, mais c'est une ville de centralité métropolitaine. C'est peut-être la ville, à part Nantes, bien sûr, qui est la ville-centre, c'est la ville la plus centrale au niveau de la métropole. Donc elle tire forcément complètement parti de la dynamique métropolitaine. Je parlais des compétences et j'ai parlé d'équipement tout à l'heure, mais un territoire comme demain la ZAC des Îles, c'est à la fois un territoire osien, mais c'est aussi un territoire métropolitain. Et ça, c'est des territoires à enjeu. Et en plus, on est assez mal placé pour être critique vis-à-vis de la métropole au regard alors, effectivement, en plus, on a eu le maire de Rezé qui a été président de la métropole. Donc même si il a toujours été dans l'équité, dans la manière dont il gérait sa gouvernance, et y compris mais ceci dit, on a bien vu le mine, le chronographe, la ZAC des Îles, enfin toute la politique de mobilité qu'on a ici, même s'il y a des choses encore à faire, tout ça c'est quand même des enjeux essentiels, et je le dis parce que ça, dans ce que j'ai vu du paysage politique et des différentes listes, ça s'impose pas. C'est-à-dire que vous avez certaines listes qui sont dans des rapports de défiance, voire d'opposition.
Vous avez des listes qui, je ne saurais pas les nommer, mais enfin bon, qui sont dans un positionnement très rosé, et puis la métropole on verra, et puis on votera à la métropole en fonction des dossiers. Or c'est pas ça la métropole. La métropole, il faut à la fois peser intelligemment, mais un maire, il doit être à la fois être capable de peser intelligemment dans le rapport à la métropole pour défendre un certain nombre de projets et d'enjeux liés à son territoire, mais il doit aussi être solidaire du développement de la métropole en tant que telle. C'est-à-dire qu'il ça doit transcender aussi la question communale. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on a pu voter un plan local d'urbanisme métropolitain ou un plan de déplacement urbain, avec l'ensemble des maires, c'est que tout le monde a compris qu'à un moment donné, il fallait tirer dans le même sens, au-delà des clivages politiques classiques. Et ça, je suis pas sûr que ça soit très porteur électoralement sur des municipales. Mais en tout cas, moi, j'ai ce souci, en responsabilité, d'éclairer le citoyen. Parce que je me sens autant citoyen rosien que métropolitain. Vraiment. Et on le voit bien à travers, y compris les gens qui arrivent sur Rosé. Bon, voilà, il y a une population qui change parce elle se vit aussi comme population métropolitaine. Il n'y a plus cette espèce ouais. Il y a une phrase que tu utilises souvent, c'est de dire tout ce qui bénéficie à la métropole bénéficie à Rosé et vice-versa. On le voit au travers notamment d'objets très concrets comme les transports, par exemple. On n'aurait pas un réseau aussi dense de transport à Rosé s'il n'y avait pas la métropole derrière. Je pense que Gilles, je pense qu'il dira quelques mots là-dessus, mais c'est vrai sur la question du transport. Mais un autre sujet, pour illustrer le propos, c'est la question du logement social. Bon. Jusqu'à maintenant, vous aviez les villes de gauche qui portaient le logement social, puis les villes de droite qui continuaient à vendre des terrains de 2000 m² avec des surfaces habitables de 150 à 200 m², parce que et puis les gens qui avaient les moyens, ils allaient plutôt à Vertou qu'à Rosé ou à Saint-Herblain, voire dans certains quartiers nantais. Bon. Je veux dire, la métropole, avec à la fois le plan local d'urbanisme métropolitain et le PLH, elle a créé les conditions pour que tout le monde soit solidaire sur ces questions-là. Que tout le monde prenne sa part sur la question du logement social et que ça ne soit pas l'apanage de quelques communes qui sont déjà bien engagées sur ces questions-là, que ça soit le logement social ou la question des logements abordables. Ben ça, c'est un élément concret d'une solidarité métropolitaine qui fait qu'on est capable, à des échelles qui sont beaucoup plus larges que les communes, parce que c'est des sujets qui sont beaucoup plus larges que les communes, on est capable de développer des politiques telles que celle-là. Mais on pourrait, enfin, il y a des tas d'autres exemples qu'on pourrait développer, mais celui-là, c'est un marqueur important. Alors, autre marqueur important qui nous distingue, c'est l'intérêt qu'on porte pour cette question de l'aéroport, de son transfert. Comment est venue cette idée de cet intérêt oui, toi notamment, parce que tu as évolué sur cette question. Oui, c'est-à-dire que j'ai longtemps été dans le... Ça, c'est des rencontres. Ça c'est l'intérêt des rencontres et des gens avec lesquels on échange. Parce qu'effectivement, sur l'aéroport, j'ai toujours été dans un discours un peu institutionnel que j'entends encore de la part du maire de Rosé, pour pas le nommer, qui est la question du transfert. Bon, moi j'ai milité, je faisais partie de ceux qui militaient pour le transfert. Et puis maintenant, le discours c'est un discours qui se veut, c'est le discours de la métropole en partie. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut, quand je parle de la métropole, tout est, je dis pas qu'il faut pas peser à la métropole. Je dis que c'est une collectivité avec laquelle on doit développer un rapport intelligent. Mais effectivement, sur un certain nombre de sujets, il faut être capable de peser. Sur la question de l'aéroport en particulier, moi, les discussions, je ferai court parce que je pense que vous pourrez vous exprimer là-dessus. Moi, il y a 3-4 choses qui m'ont intéressé dans la discussion. Il y a la question de tout le monde parle d'environnement. Bon, à celui qui est le plus environnementaliste, alors on participe tous de ça. Je veux dire, les questions, la trame verte, la trame bleue, les circuits courts, tous les éléments qu'on connaît et que tout le monde met en scène dans ses programmes, on est tous d'accord avec ça. Mais quand vous m'avez dit très clairement, tout le monde parle d'écologie, mais en même temps,
Aujourd'hui, il y a 7 millions de passagers qui passent au-dessus de la tête des gens. Demain, il y en aura 10. Et puis après-demain, il y en aura éventuellement 15. Je veux dire, c'est quoi la question écologique, là? Bon. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que je crois absolument pas... Je suis en tout cas assez dubitatif sur la capacité du politique, à ceux qui disent oui, mais c'est bien qu'on ait quand même un aéroport pas très loin parce que c'est un élément d'attractivité de notre territoire. Deux, on va porter la question de la décroissance et puis on va être capable de créer les conditions pour que l'aéroport se développe pas. 3, on va être garant des interdits liés aux vols nocturnes. Il y aura moins d'avions qui passeront. Bon, moi, tu crois pas en tout cas, je sais suffisamment comment ça fonctionne pour savoir que c'est très compliqué pour le pouvoir politique de s'opposer au chantage à l'emploi et au développement économique. Voilà. Et on l'a bien vu d'ailleurs avec les propositions qui ont été faites sur l'interdiction des vols nocturnes. Oui, sauf pour les compagnies qui siègent à Notre-Dame, à Nantes-Atlantique, pardon. Lapsus. Et on voit bien que ça c'est un sujet et que l'activité, elle va se développer parce qu'on n'aura pas les conditions de maîtriser ça. Et du coup, et ça a été un moment un peu déclenchant pour moi. C'est Laurence qui m'en a parlé. Elle me dit, on parle d'écologie, on parle d'environnement, mais l'humain là-dedans. Donc les gens à qui ça pourrit la vie au quotidien. Les gens à qui ça pourrit la vie au quotidien, le fait que les avions passent au-dessus de chez eux, et puis ça va pas s'arranger. Et puis il va y en avoir un peu plus. Et donc ces gens-là, on sait que ça leur pourrit la vie, on sait que on sait que le rapport au bruit c'est un truc compliqué qui pose à la fois des questions de santé publique et d'équilibre, et puis en plus, et là-dessus tu me disais, et en plus il y a une double sanction. Il y a la sanction de ceux qui, à un moment donné, de toute façon, parce qu'ils en ont marre, pourront vendre leur maison même à perte. Et puis il y a ceux qui seront quelque part dans l'impossibilité de vendre leur maison parce qu'ils n'en ont pas les moyens et qui continueront à vivre au quotidien ce que je viens un peu de décrire. Et ça, en tant que responsable politique, on ne peut pas s'en satisfaire. On ne peut pas s'en satisfaire. Et donc, c'est la raison pour laquelle, moi, je me suis dit, il faut que je prenne mes crosses. Il faut qu'on prenne nos crosses dans cette affaire. Alors, on sait bien que le débat, c'est pas miraculeux, hein, c'est pas un goût de baguette magique. On sait bien que ça va pas se faire comme ça. Mais si on ne crée pas les conditions que le débat reste vivant, ça se fera jamais. Et c'est pour ça que j'ai pris l'engagement qu'un des élus du COSETA soit, dans la mesure où ça sera possible, je l'espère, soit élu métropolitain, parce qu'il faut une espèce de fonction vigie permanente pour porter le débat à l'extérieur, comme le COSETA le fait, dans son combat naturel, mais à l'intérieur de la métropole, parce que c'est aussi là que ça se passe. Effectivement, quand on parle y compris des questions d'accessibilité pour l'aéroport, on sait bien que ça veut dire derrière aussi des infrastructures et pas simplement du transport collectif. Donc il y aura toute une série de choses qui vont rendre les choses compliquées. Et donc voilà, tout ça, je le dis avec mes mots, hein, mais vous pourrez préciser les choses, mais tout ça m'a amené à dire bon bah banco, on y va quoi. Voilà. Et on a eu, pour te dire, on a eu des discussions à l'intérieur du collectif de l'équipe parce que certains ont une vision un peu plus nuancée par rapport à ça, et on a réussi malgré tout à trouver un consensus. Et je remercie, et je ne les nomme pas, mais je remercie ceux qui étaient un peu plus en retrait par rapport à ça, de ne pas en avoir fait un sujet de crispation. Bonsoir, un sujet de crispation un sujet de crispation. Voilà, je peux pas le dire autrement. Donc voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout sur. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Et puis bon, de toute façon, on aura. Juste peut-être dire que, mais sous le contrôle de Laurence et de Paolo, c'est 1/3 des habitants qui sont couverts
par les nuisances liées aux habitants, hein, aux avions, pardon, oui. Ouais, un tiers. Donc c'est une question d'importance. C'est un sujet qui n'est pas un sujet simplement roséen, ça veut dire qu'il faudra à la métropole le porter à plusieurs voies. Alors, autre point important, la sécurité en troisième point que tu souhaitais évoquer. Oui, parce qu'aujourd'hui, la question de la sécurité, c'est une question. Là, c'est un peu comme l'environnement. Vous avez deux sujets. Vous pouvez, sécurité, quotidienneté, environnement, ça, c'est des sujets. Vous pouvez pas passer à côté. Donc, mais bon, je dis pas ça par défiance. Je dis ça parce que c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet en plus où on peut pas simplement dire, voilà, comme ça s'est longtemps fait, et comme la gauche l'a longtemps dit, et le Parti socialiste en particulier, dire en gros, la sécurité, c'est le problème de l'État. C'est plus possible. Il faut que la ville prenne ses crosses là-dessus. Alors, pas à la place de l'État, mais il faut qu'elle prenne ses responsabilités. Et donc, pour nous, il y a 4 leviers. Il y en a 2, précisément, qu'on a pointés dans le flyer. Il y a la question de la présence des services publics, malgré tout, dans les zones sensibles, hein, et notamment dans un quartier comme le Château, puisqu'il y a quand même là et moi, j'ai été surpris, j'avais pas été depuis quelque temps. J'ai été surpris quand on a été tracté, Marion était avec moi, on a été surpris quand on a été au Château de voir l'état du Château aujourd'hui, avec quelques cages d'escalier qui sont quand même complètement maîtrisées par certains, avec des problèmes de propreté, enfin voilà, on sent bien que ça renvoie à des choses qui sont des choses un peu inquiétantes. Donc il faut que dans ce type de quartier, les services publics prennent toute leur place. Bon. Il faut continuer à améliorer les questions de coordination entre les services de l'État, les services publics de manière générale, les services municipaux en particulier. Il y a des dispositifs qui existent, des contrats locaux de sécurité, par exemple. Bon, ça, il faut absolument que ces dispositifs de concertation fonctionnent. Mais on voit bien à l'expérience que ça suffit pas. Et donc, nous, on fait 2 propositions. Une police municipale. Armée ou pas armée ? Pas armée. Eh oui, pas armée. Et pas avec des chiens. Je dis ça parce qu'il y a des propositions qui sont faites dans ce sens-là. Donc, autant j'assume la police municipale, autant j'assume en partie la vidéosurveillance ou protection, parce que selon les. Mais je n'assume pas une police municipale arrosée avec des armes ou des chiens. Enfin, je veux dire, le modèle anglo-saxon a ses limites de ce point de vue-là. Hein. Donc, moi, je suis pas du tout là-dedans. Et puis, on a proposé, et je l'ai proposé parce que je connais bien le dispositif, un dispositif de correspondant de nuit que j'ai expérimenté, moi, à Nantes à une époque. Et il se trouve en plus qu'un des colistiers, qui n'est pas là ce soir, Franck Chappet, est l'ancien directeur d'une structure qui s'appelle Optima et qui a mis en place ce dispositif et sur Rennes et sur Nantes. C'est quoi ? C'est en clair, c'est un service de médiation qui est ouvert à partir du moment où les services publics sont fermés, donc plutôt à partir de 17h30, 18h, jusqu'à 11h30, minuit, et qui a vocation à travailler à la fois sur les espaces publics, mais aussi dans le cadre de partenariats avec les bailleurs dans les cages d'escalier, sur plusieurs entrées, c'est-à-dire à la fois de la régulation quand il y a besoin de calmer un peu le jeu avec des jeunes, notamment dans l'espace public, et qu'il n'y a plus de personnel public pour le faire, et que la police se déplace pas forcément là-dessus parce qu'elle considère qu'il n'y a pas un niveau suffisant de gêne, et en même temps les gens vivent au quotidien mal de ce point de vue-là. Moi j'ai des exemples de dames âgées qui étaient dans leur appartement, qu'entendaient du bruit, les jeunes qui savaient qu'en appelant la police ils se déplaceraient pas et qu'osaient pas sortir dans la cage d'escalier pour demander un peu de calme. Et là, du coup, elle avait un service comme celui-là qu'elle appelait et il venait faire le taf et ça rassurait. Ça règle pas tout, mais ça rassurait. Et donc, ce dispositif, il faut le mettre en place, il faut s'en donner les moyens, même si ça coûte un peu. Je pense qu'il faut jouer sur ce double levier. Hein. Je veux dire, une police municipale et un service de médiation, et puis continuer et consolider le partenariat avec les services de l'État. Alors, autre point, la question de l'urbanisation, de la densité. Ouais. Alors là, j'ai un expert. Hein. Là, je vais essayer de pas dire de bêtises. De bêtises. Non, mais on sent bien que c'est un sujet, l'urbanisation. Bon, moi, j'assume tout à fait le fait qu'on accueille
qu'on fasse du logement. Pourquoi j'assume qu'on fasse du logement? C'est parce que il y a des gens, il n'y a pas que nous qui avons le droit de vivre dans la métropole. Il n'y a pas que nous qui avons le droit de vivre au cœur de la métropole. Il faut créer les conditions pour que les gens qui veulent habiter ici et pas être obligés de partir à 20-30 km puissent le faire. Et pour ça, il faut qu'on ait une offre qui soit une offre à la fois de qualité et qu'une offre qui prenne en compte une partie de besoins. L'engagement qui est pris dans le cadre en lien avec la métropole, c'est de mémoire 200 à 250 logements par an, me semble-t-il. Bon, on a la chance. Alors, on a pas mal construit avant sur plutôt des petites opérations. Je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir du foncier avec la ZAC des Îles. La ZAC des Îles, c'est entre 2000 et 2500 logements sur les 10 ans qui viennent. Ça veut dire qu'on est en capacité, à travers le projet ZAC des Îles, de répondre globalement à cette offre en matière de logement. Tu peux rappeler les objectifs par an pour assigner à Rosé ? J'ai dit 200 à 250. Ouais. Bon, donc on a une offre avec la ZAC des Îles en termes de foncier qui nous permet ça, ce qui n'est pas le cas des autres communes forcément. Donc je me dis... assumons ça, profitons-en, créons les conditions s'il y a besoin de continuer à construire, notamment dans les axes, mais pas que, et le long des axes structurants. Mais arrêtons les petites opérations de 20-30 logements dans les zones pavillonnaires, ce qui, au bout du compte, a été justifié à un moment donné. À mon avis, il l'est beaucoup moins aujourd'hui, et en tout cas, n'est pas forcément compris. Bon, donc il faut un discours à la fois d'engagement, de prudence et de prise en compte de l'acceptabilité sociale de ce sujet-là sur une ville comme la nôtre. Et puis il y a un autre sujet de ce point de vue-là, qui est le sujet du foncier et du coût du foncier et du prix du mètre carré. Voilà. Et là, on n'y est pas. Là, on n'y est pas. Alors, on y est à travers du logement social, à travers du logement abordable, puisqu'il y a des dispositifs qui existent. Mais on n'y est pas en dehors de ça. Pour la classe moyenne, par exemple, qui veut acheter du neuf à Rosé, on doit être à plus de 4 000 € le mètre carré, là, aujourd'hui. Donc, ça commence à faire. Et donc, je posais un peu la question tout à l'heure à Gilles de savoir comment on pouvait réfléchir sur un dispositif qui permettait de faire du portage foncier, puisque l'enjeu, c'est quand même ça. C'est-à-dire que si vous êtes capable de porter le foncier ou de peser sur le prix du foncier, normalement, les opérations, elles sortent pas au même prix. Bon. Jusqu'à maintenant, on n'est pas dans ce cas de figure. Alors ça s'est fait un peu, tu me disais, sur la ZAC des Îles, au niveau de l'EPF du département 44. Mais je pense que là-dessus, il y a quand même un sujet sur lequel il faudra... Alors, j'ai pas de réponse miraculeuse, mais c'est un sujet sur lequel il faudra avancer parce que sinon... sinon, ça va poser problème, quoi. On aura une politique ambitieuse, mais on n'aura pas les moyens de la mettre en œuvre. Alors, dernier point, on les a regroupés tous les deux, la gouvernance et la citoyenneté. Qu'est-ce qu'on a à dire sur la gouvernance ? C'est quoi le parce sujet ? que tu voulais en faire deux sujets, et moi j'ai considéré que c'est un peu le même. C'est-à-dire que la gouvernance et la citoyenneté, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que, et si je fais un peu référence à ce qu'on a vécu ces dernières années là à Rezé, au-delà du fait que ça a quand même été au quai choral pendant un certain nombre de mois dans le cadre de la gouvernance à l'intérieur du conseil municipal, je veux dire que ça a aussi été dans une forme de défiance par rapport aux opérateurs privés qui mettent en place quand je dis opérateurs privés, qui mettent en place des politiques publiques. Je pense par exemple à l'ARPE, je pense éventuellement à l'OMS dans un autre registre. Enfin, je pense à des opérateurs qui sont pas des opérateurs municipaux au sens de la régie directe, mais qui sont des opérateurs qui sont au service du territoire et qui mettent en place des politiques publiques. Et moi, l'état d'esprit dans lequel je suis, c'est à la fois de faire confiance aux gens qui sont autour de moi dans le cadre d'un exécutif. Et somme toute, on voit bien que c'est pas partagé par tout le monde. Mais moi, je suis dans cet état d'esprit. C'est aussi faire confiance à des opérateurs, que ça soit les centres sociaux, que ça soit l'ARPEJ, que ça soit l'OMS, que ça soit effectivement la soufflerie en matière de politique culturelle. Je pense qu'il faut à un moment donné prendre appui sur toutes ces structures, parce que c'est aussi des structures citoyennes. C'est aussi des structures avec des gens qui sont
engagés en tant que bénévoles pour mettre en place des politiques publiques. Et ça, on ne peut pas s'en priver. Ça, c'est la force, y compris d'une ville comme celle de Rezé. Et donc, tout ce qui participe d'une remise en cause de ça participe de la dynamique citoyenne, participe de la confiance qu'on a dans le rapport aux citoyens. Et moi, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit. Et on pourra mettre en place tous les protocoles, tous les dispositifs qu'on veut, tous les dialabs, tous les machins, tous les trucs. Si fondamentalement, on n'est pas dans cet état d'esprit, ça sera de la com, ça sera de la caution, mais ça ne sera pas la vérité. Et moi, je veux que ça soit la vérité du rapport aux citoyens. Alors, on a fait une proposition autour de la votation citoyenne. C'est des choses qui restent à préciser dans les modalités, bien évidemment, mais ça donne à voir qu'on souhaite aller très très loin dans le rapport de confiance avec le citoyen. On a évoqué, y compris l'idée de débattre du budget, par exemple, qui est quand même l'argent du contribuable. Donc, où ça démarre et jusqu'où on va, il faudra qu'on en discute. Mais il faut, enfin, à mon avis, il faut s'autoriser beaucoup. Il faut s'autoriser beaucoup de ce point de vue-là. Sur les questions d'aménagement, alors on sait bien que c'est un sujet, ça. Parce que la question de la concertation, elle est extrêmement compliquée sur les problématiques d'aménagement. Elle est compliquée parce que s'il y a un endroit où on croise l'intérêt particulier et l'intérêt collectif, c'est bien là. C'est-à-dire qu'entre l'idée un peu théorique qu'on dit, ben voilà, on fait une offre collective, machin truc, et puis bah ouais, mais ma maison, elle va perdre de la valeur parce qu'il y aura 20 logements qui vont être... Bon, ce qui est humain, et le politique, de ce point de vue-là, il est censé être garant de l'intérêt général. Donc, il y a un certain nombre de sujets où il faudra créer les conditions de la concertation, aller le plus loin possible pour travailler la question de l'acceptabilité sociale, et puis à un moment donné, il faudra aussi prendre ses responsabilités. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que plus on est en amont dans cette démarche, et plus on est en capacité que les choses soient entendables et acceptées. Alors à ce stade, on avait prévu des questions. Je ne sais pas si les colistiers ou des témoignages, des gens qui souhaiteraient de l'équipe compléter le propos, peut-être dire pourquoi les uns ou les autres vous êtes engagés dans la liste. Peut-être, je pensais à Jean-Noël, moi, qui copinait du chef tout à l'heure, en nous disant, raconte-nous peut-être un peu l'histoire aussi de ton engagement autour de Vivre Naudière. Oui, bonsoir. Donc, Jean-Noël de Casanove. Donc, comment vous raconter ça ? Forcément, je vais schématiser un petit peu. Je suis quelqu'un de très casanier, qui vivait très bien chez lui, jusqu'au jour où un de mes voisins m'a dit, est venu toquer à ma porte en disant « Vous savez, ils vont construire des immeubles à côté de chez vous, et puis ça va être assez catastrophique. » Alors moi, je lui ai dit « Oui, expliquez-moi toujours. » Et effectivement, ce qui était prévu, c'était d'utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui le bois des Naudières pour faire des immeubles. Et quand j'ai acheté donc rue des Naudières, en face de moi, il y avait un projet sur Internet qui était bien décrit par la mairie, avec une petite place, de la verdure, des jeux pour les enfants. Et là, on a tout un tas d'immeubles avec 450 ou 600 logements, je ne sais plus. Donc je me suis dit que la mairie pouvait faire à peu près tout et n'importe quoi. Et je me suis engagé dans l'association Vivre autour des Naudières, avec l'aide d'Emmanuel qui me fait dos, mais je suis sûr que ce n'est pas volontaire. Et puis du coup, j'ai pris, je vais dire, goût à l'action publique, au militantisme, vous appelez ça comme vous voulez, mais finalement, on se dit que quand on se retrouve en plusieurs, on peut faire des choses. Alors, on a pu faire des choses. On est allé jusqu'au tribunal administratif contre la mairie. On a perdu légalement, mais on a gagné dans les faits, puisque le projet a été abandonné. Et là, la mairie arrête pas de nous dire, vous voyez, on va vous faire un beau parc, etc., etc. Et puis ensuite, par cet engagement... nous avons rencontré les deux personnes qui sont assises sur les tabourets les plus hauts pour que vous les voyez bien. Et voilà, c'est ça. Et ils sont venus nous voir et ils nous ont expliqué leur projet. Alors, je dois vous dire que le projet, pour moi, c'est secondaire. C'est important, mais c'est secondaire. Ce qui est primordial, c'est la personne qui porte le projet. Or, ou les personnes, si tu me permets Walter, mais en tout cas la personne qu'on a mis sur l'affiche,
c'est Eric. Et Eric m'a convaincu que c'était une personne qui croyait en ce qu'il disait, qui voulait faire des choses et qui était impliqué. Après, il a des défauts, mais je vous laisserai les découvrir. Je vais pas vous les dire, c'est pas l'objet du discours aujourd'hui. Mais voilà, donc ça m'a convaincu. Et ensuite, nous avons eu un deuxième rendez-vous, et puis d'autres, et on a discuté des idées, de ce qu'on voulait faire. Et je me suis reconnu, effectivement, dans ces idées, dans les projets, donc tout ce qu'il a expliqué. Alors, il y a des choses sur lesquelles je vais essayer de pousser un peu plus d'un côté que de l'autre, mais globalement, je me retrouve tout à fait dans ce projet. Et pour ma part, j'ai envie de m'impliquer dans ce qui pourra être fait plus tard. J'ai envie que les habitants de Rezé se sentent bien dans leur ville, qu'ils soient dans une ville qui soit agréable à vivre, qui soit garante de leur santé, et surtout qu'ils soient écoutés par leur municipalité, qu'on ne leur dise pas « on va faire une réunion pour vous présenter un projet et on recevra vos questions ». Et quand on pose les questions, on vous répond « de toute façon, c'est trop tard, le permis de construire est déjà accepté ». Donc voilà, c'est absolument pas l'idée que nous portons. Nous, ce qu'on veut, c'est faire des réunions sur beaucoup de sujets. Bon, il a parlé du budget, il va y avoir d'autres choses, mais qu'on ne dise pas aux citoyens qui a fait l'effort de se déplacer, de donner son opinion, de toute façon c'est trop tard, on a décidé pour vous. Voilà. Donc moi je continue, je suis parti avec Eric, j'ai réussi à amener d'autres personnes, j'en suis très content, et j'espère que tous ensemble nous allons arriver à faire quelque chose de bien pour la ville. Voilà. Moi je vais juste dire, merci, par rapport à Jean-Noël en particulier. Ah oui, alors moi je suis pas applaudi, mais lui il est applaudi, excellent. Non, mais je vais juste vous dire un truc, parce que c'est un bon résumé de ce qu'est notre liste. Hein, Walter? Excusez-moi, j'ai pris la main, Walter. J'ai pas entendu. Non, j'ai pris la main. Un petit témoignage, parce que, après ce que vient de dire Jean-Noël, parce que c'est un bon résumé de ce qu'est cette liste, y compris dans son aventure humaine. Voilà. Je le dis souvent, je l'ai dit assez vite, mais je le redis pour tout le monde. Jean-Noël, un jour, il m'appelle après qu'il... Et il me dit, faut que je te voie, machin, truc. Bon, je dis, qu'est-ce qu'il me fait? Et en fait, il avait l'opportunité, puisque t'es vétérinaire, tu bosses à la draft, hein, c'est ça, ouais. T'avais l'opportunité d'aller en Mayenne pour un gros poste professionnel. Et puis, donc, il me dit, je sais pas, le préfet m'a sollicité, si je veux le poste, je l'aurai. Et puis on a discuté, puis il me dit mais tu comptes sur moi, comment tu envisages ma place? Enfin, il voulait avoir, ce qui est normal d'ailleurs, un certain nombre de précisions sur comment on allait avancer ensemble. Et puis il me dit j'ai 4-5 jours pour prendre une décision, quoi. Et au bout de 4-5 jours, il me dit Eric, je continue avec toi. Bon. Eh je sais ce qu'il a laissé professionnellement pour s'engager dans notre histoire. Et je l'avais dit à Walter, je veux dire, c'était un élément c'était un message, mais je me suis dit, je peux pas faire autrement, ne serait-ce que pour ça, que d'aller au bout. Parce que quand vous avez des gens qui donnent autant, et je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais ce que je dis est vrai, qui donnent autant en termes d'engagement personnel pour que vous alliez au bout de l'histoire, vous êtes obligé d'aller au bout de l'histoire. Et de toute façon, quel que soit ce qui se passera demain, on aura été au bout de l'histoire. Et on applaudit. C'est Michel. Je vais passer la parole à Paolo. Tu veux nous dire un petit mot sur le sens de ton engagement? Merci Walter. Donc Paolo Ferreira. J'ai rejoint la bande il y a de cela quelques mois. Alors ça a été très facile. Alors déjà, je suis passé par une entremetteuse, que je ne citerai pas, mais qui m'a dit « Va voir Eric, tu vas voir, je suis sûr que tu as des choses à raconter ». Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc, ça fait 1 an et demi que je suis sur la région. Avant, j'ai vécu 4 ans à l'île de la Réunion, et avant, j'ai vécu énormément de temps en Seine-Saint-Denis. Alors ce qui fait le lien sur ces trois territoires, c'est cette mixité. C'est mon investissement, effectivement, sur un fonds socialo-gauche, c'est très clair. Et sur le fait qu'il y a toujours un terrain pour faire des choses auprès des gens. Voilà. Et donc, je suis engagé au sein du COSETA. J'ai en charge la commission santé. Et donc, Eric a évoqué à quel point ce sujet de l'aéroport est important, à quel point il pose des questions sur la santé et l'environnement. Sur les habitants, sur l'environnement, il y a un tas de questions aussi de réaménagement qui posent des vrais sujets.
Et du coup, voilà, Laurence m'a dit, va voir Eric, je suis sûr que vous allez avoir des choses à rencontrer. Donc ça s'est passé très simplement. On s'est vu dans un bar. Ça a commencé par une discussion assez ouverte. Et puis finalement, 15 minutes, en 15 minutes, on s'est reniflé. On s'est dit, tiens, il y a quelque chose à faire ensemble. Il y a eu une sorte de connivence intellectuelle, des points de vue aussi, des valeurs un peu communes. Et alors, ça ne voulait pas dire que tous les sujets forcément étaient simples à traiter, mais en tout cas, il y avait un terrain d'entente. Et moi, ce que je retiendrai de nos discussions, que ce soit avec Eric et puis aussi avec Walter et toute la bande, c'est qu'effectivement, il y a un espace de discussion. Voilà. À un moment donné, on n'est pas d'accord, ou alors on a des points de vue un peu différents. Et puis, au fur et à mesure que l'on avance, on arrive à converger sur quelque chose, en fait, qui a du sens et qui n'est jamais du consensus, en fait. Il y a toujours, à un moment donné, un moyen de trancher. Et ça, c'est le truc qui me plaît dans cette liste-là. Et puis, c'est aussi toute la variété des personnalités qui sont ici. Donc, moi, je m'y retrouve. Sur le sujet du COSETA et de l'aéroport, c'est clair, mais sur des sujets beaucoup plus vastes que ça, qui sont les questions sociales, qui me touchent vraiment, des questions éducatives, qui me touchent aussi également, où l'éducation et citoyenneté sont des sujets qui sont très proches. Et voilà, je suis complètement épanoui dans ce que je fais. Je suis très heureux d'avoir rencontré les gens, les colistiers, puis les autres personnes qui gravitent autour en fait de cet univers et autour de Eric, Walter et toute la bande. Voilà, merci. Merci. Nicolas, tu voulais ajouter un mot? Ajouter, je ne sais pas. Alors, je ne vais pas avoir une histoire aussi belle et aussi bien liée que celle de Jean-Noël et Paulo. Donc moi je suis Nicolas Dalmont, je suis donc un papa roséen et depuis 7-8 ans. Et effectivement je suis passé par l'Arpège, je suis rentré au CA de l'Arpège parce que je voulais m'investir dans la vie locale. Et puis alors, je ne pensais pas qu'1 an après je serais président. Effectivement les événements de l'Arpège ont un petit peu précipité ça et je suis resté 4 ans président de l'Arpège. Alors l'Arpège effectivement c'est pas une mission facile, président de l'Arpège, parce que c'est une grosse association, c'est une véritable mission. Je pense que tout le monde connaît l'Arpège ici, probablement. Hein. L'Arpège, c'est donc l'association qui gère les centres de loisirs pour la ville de Rezé. C'est vraiment une association, hein, loi 1901, donc c'est pas du tout un organisme paramunicipal. Avec un conseil d'administration, avec un président, alors avec un système un petit peu standard qu'on travaille aujourd'hui à essayer de renouveler, justement parce que c'est de plus en plus difficile d'avoir un format associatif comme celui-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Arpège, ça a été jusqu'à 100 salariés. Aujourd'hui, c'est 50 à peu près. Les choses ont changé, en particulier quand on a passé aux 4 jours et demi dans la ville de Rezé. Et ça a fait pas mal de remous. On travaille avec des enfants de 3 à 17 ans aujourd'hui. C'était un peu plus large il y a quelques années. Mais voilà, donc investissement dans la vie locale, plus que ce que je pensais au départ. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'Arpège, c'est une mission qui est belle déjà, qui est importante pour la ville de Rezé, hein, puisque c'est la seule offre de loisirs à Rezé. Il n'y a pas d'offre municipale, il n'y a pas d'autre offre même dans le privé. Et c'est là effectivement que j'ai rencontré Eric, qui venait régulièrement au conseil d'administration, avec lequel j'ai un peu travaillé aussi pour recruter une nouvelle directrice à l'Arpège. Et Eric m'a recontacté, alors c'était quoi, septembre, octobre, par là à peu près. Alors j'étais pas forcément hyper chaud au départ, je dois le dire, parce que j'ai aucune ambition politique, hein, personnellement. Rendre service au niveau local, oui. Bon, s'engager au niveau politique, c'est un peu différent. Donc j'ai mis du temps à me laisser convaincre, parce que j'aime pas trop me mettre en avant non plus. Du coup, il a fallu qu'il travaille un petit peu, j'allais dire au corps, mais quelques esprits mal tournés. On a beaucoup travaillé au corps, globalement. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis finalement, voilà, j'ai trouvé que les rencontres étaient belles, qu'il y avait vraiment des échanges, qu'il y avait quelque chose à faire. Et c'est pour ça que je suis là. Et je suis content que la liste ait été au bout, effectivement, et qu'on essaye vraiment de faire quelque chose de bien les 15 et 22 mars prochains. Donc il va falloir trouver du monde, trouver du votant pour qu'on aille au-delà du premier tour et pourquoi pas amener un maximum de monde au conseil municipal. Merci à vous. Super, merci. Willem, tu veux dire un mot? Non, tu veux dire pas un mot forcément. Si, Willem, allez. Mais simplement parce que c'est aussi une bonne illustration, Willem, c'est le premier mot qui est dur. De l'engagement. Bonsoir, Willem. Je suis un peu comme Nicolas, j'ai pas de
Enfin, j'ai connu Eric, on discutait au bureau de vote de temps en temps, et je lui disais, tiens, c'est vrai, là, je m'intéresse, s'intéresser à la vie de la cité, c'est important. Et on s'est recroisés, et puis il a évoqué justement cette liste, son idée de créer justement, enfin de se présenter pour devenir maire. Et puis il m'a convaincu de participer. Et puis finalement, j'ai dit ben ouais, pourquoi pas. Et je suis là avec vous, et je suis je trouve que c'est vraiment très très bien et très positif, et ça permet de faire de belles rencontres. Et j'espère qu'on ira jusqu'au bout et qu'on va gagner. Jusqu'au bout, oui, gagner, on verra. Hein, mais ouais, non, mais c'est important parce que t'es aussi une bonne représentation de la manière dont la liste s'est construite, et voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre dans la liste veut dire un mot? Sarah, tu veux dire un mot? Non. Oublie-moi. Non, mais Sarah est là. Est-ce que Et Sarah est une des premières en plus. Tu veux dire un mot, Gilles? Je peux dire un mot. Je n'avais pas forcément envisagé de prendre la parole. Si plus personne d'autre ne veut parler pour l'instant, je veux bien vous faire part de ma sympathie et de mon intérêt pour votre démarche. Vous ne me connaissez peut-être pas beaucoup. J'ai été militant associatif avant d'être élu municipal. J'ai commencé en 1977. J'ai adhéré au Parti socialiste en 1974. Vous allez dire que vous vous en foutez. Mais c'est le jour où Michel Rocard a adhéré au Parti socialiste, c'est-à-dire le moment où les associatifs, les syndicalistes et le PSU qui restait a adhéré en bloc au Parti socialiste. Je vous dis ça parce que ça marque mon histoire. Je ne suis pas socialiste n'importe comment. Je suis effectivement rocardien aussi, ce qui nous rapproche pour un peu. Et je me suis lancé à Rezé dans cette politique conduite à l'époque par Alexandre Blanchet, qui avait rassemblé un peu tout le peuple humaniste, progressiste, allant du Parti communiste, de la SFIO, des conventionnels comme Jacques Floch et des cathos de gauche comme André Coutan et d'autres. Et Alexandre Blanchet a tenu ces municipalités dans cet esprit-là, le rassemblement de tous ceux qui veulent bien que l'on vive mieux, et notamment ceux qui ont le plus de difficultés. Et donc là, moi, je me suis retrouvé maire après l'intention de Jacques Floch d'arrêter. J'ai été passionné par l'affaire à partir de 1999. Mais j'ai été si présent dans les structures de l'agglomération depuis 1983. Parce qu'effectivement, la vie roséenne, elle est influencée par l'agglomération. Et en ce sens, Éric a raison. Et je considère aujourd'hui que parmi l'offre que l'on a avec les 7 listes, il est celui qui connaît le mieux l'agglomération, le fonctionnement de l'agglomération. Je ne dirais pas que le maire actuel connaît bien l'agglomération. Il y va par affrontement. Il y va par affrontement. Il veut se faire reconnaître, mais pas positivement. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Si vous voulez avoir des retombées pour Rezé, il faut être proactif pour les autres communes. Et donc être impliqué totalement dans toutes les discussions de l'agglomération. Je vais vous donner un exemple où moi j'avais envisagé qu'une affaire puisse se faire à Rezé. On a du mal avec les crémations actuellement sur l'agglomération, et il faut construire un nouveau funérarium. On avait été candidat, Rezé. Saint-Jean-de-Boiseau le veut. Bon, écoutez, on ne va pas se fâcher. Pourvu que ce soit au Sud-Loire, c'est pas grave si c'est pas à Rezé. Rezé n'a pas à tout récupérer. Il faut
travailler avec les autres et en donner avec les autres. Et donc, c'est dans cet esprit-là que je crois que Éric sait bien travailler et que je vous engage à travailler avec l'agglomération. Aujourd'hui, on est face à 7 listes. Ça a une signification. C'est que le maire ne fait plus consensus. Et bon, là, on a des listes inspirées par un certain nombre de partis. Et puis, je dirais qu'on a surtout 2 listes. Vous, et puis Rosée Citoyenne. Effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, mes sympathies vont à ces 2 listes. Et je souhaite, moi, que après le premier tour, il puisse y avoir un dialogue. Parce que vous vous êtes engagés. Et ça, moi, je suis passionné par cette affaire. Un peu, je dirais, la faillite de ce maire qui a déjugé ses adjoints les uns après les autres et qui a abandonné des politiques, ça a enclenché un sursaut citoyen. Vous êtes là parce que vous ne voulez pas que ça continue comme ça et vous êtes engagé pour faire des choses. Eh bien, moi, je vous invite à y aller, vraiment. Il y a un point que vous n'avez pas parlé d'écologie, de verre, de... Non, n'en faites pas de trop. N'allez pas promettre des choses infaisables. Faites de l'écologie raisonnable et raisonnée. Merci. Non, mais quand je disais que le maire, oui, effectivement, il a siégé à la métropole. Donc c'est dans le paysage actuel des candidats, celui qui, avec moi, a siégé à la métropole. Mais je peux confirmer que, d'abord, il n'y a pas siégé énormément. Je peux confirmer aussi que les BP à la métropole, les budgets prévisionnels, il n'était pas là pour les voter. Et que, voilà, on fait. Et en même temps, il a voulu être vice-président en développement économique parce que ça faisait bien dans le décor, mais il n'a jamais assumé. Donc il y a effectivement un vrai problème de fond, et tu l'as dit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, quand on est maire d'une ville, on n'est pas contre la ville-centre, parce qu'il faut bien considérer que la ville-centre, pour une part, c'est la ville-centre. Ça va de soi en le disant, mais c'est mieux en le disant aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se comparer en disant il y en a pour la ville-centre, il n'y en a pas pour la ville d'à côté. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que tout ce qui participe à la ville-centre participe aussi. Notamment aux communes environnantes. Et je veux dire, nous, on en fait partie. Donc, créer de l'opposition ou créer du rapport de force, c'est pas responsable. En tout cas, c'est pas à la hauteur d'un maire d'une ville de 40 000 habitants. Vraiment, je le dis avec bon, voilà, mais c'est pas, enfin voilà, c'est pas bien. C'est pas bien de fonctionner comme ça. Après, Eric, je crois que tu voulais préciser un certain nombre de points que tu entends régulièrement. Je veux préciser, oui, j'ai parlé du cahier des charges tout à l'heure et je salue Monsieur Tano qui nous a rejoint. Il a même pas entendu ce que je disais préalablement, mais je suis content qu'il soit là quand même. J'ai augmenté le son pour lui. D'abord parce que je l'aime bien. D'abord parce que je l'aime bien. Mais aussi parce que c'est bon, voilà, je veux repréciser un peu des choses sur le positionnement politique. Bon, tu as parlé de mon parcours tout à l'heure. Je suis effectivement un socialiste qui a quitté le Parti socialiste. Je suis un rocardien qui s'est retrouvé dans la manière dont Rocard faisait de la politique parce qu'il avait une double entrée, Michel Rocard. C'était un type qui défendait la question de la liberté d'initiative, de la liberté individuelle, de la liberté d'entreprendre, y compris de la liberté en matière de développement économique. C'est quelqu'un qui mais en même temps, c'est quelqu'un qui affirmait un modèle social important. Et cette espèce de point d'équilibre entre les deux était pour moi quelque chose qui correspondait, et il était de ce point de vue-là très en avance avec ce qui se passe aujourd'hui, qui correspondait à la manière dont on doit être un parti de gouvernement ou un parti de responsabilité, parce que quand on envisage d'être en responsabilité, on ne peut pas être dans le clivage. Je veux dire, il faut fédérer, il faut additionner, il faut prendre en compte des gens qui sont différents de vous, qui, y compris, ont des sensibilités différentes de vous. Sinon,
Je veux dire, vous n'êtes pas en responsabilité. Vous faites du Mélenchon, vous faites de l'opposition systématique. Si je vous dis ça, c'est parce que quand j'ai décidé de quitter le Parti socialiste, j'ai voté, comme beaucoup de socialistes, Macron au deuxième tour. Bon, j'ai cru à un moment donné à cette histoire. Parce que justement, pour moi, elle faisait référence sur cette espèce de recherche d'équilibre dont je viens de parler. Elle faisait référence à une histoire qui pouvait s'écrire un peu de la même manière. Et c'est en cela d'ailleurs que je me suis rapproché du groupe on a créé le groupe des élus progressistes à la métropole, qui était un groupe qui s'inscrivait dans la majorité de gauche portée par Johanna Rolland, hein, ce qui situait bien aussi le positionnement où on était. Et donc j'ai considéré que c'était pas une injure que de se rapprocher du mouvement En Marche. Bon. Force est de constater que, et ça c'était à l'été dernier, donc c'est pas aujourd'hui. Force est de constater qu'au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de point d'équilibre, que le mouvement était plus dans cette espèce d'équilibre gauche-droite, puisque moi ce qui m'intéressait c'était plutôt de représenter la gauche au sein d'un mouvement comme celui-là. D'autant que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le parti, que le Parti socialiste était non plus un parti de gouvernement, mais un parti d'opposition systématique. Et que moi, c'est pas ma référence du parti politique socialiste tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, je me suis rapproché de ce mouvement-là. Et puis, très vite, j'ai vu que c'était pas mon histoire. Bon, en plus, que c'était pas mon histoire au niveau national, ça l'est encore moins aujourd'hui avec toutes les positions qui sont prises et les retraites, pour pas les citer, puisque c'est d'actualité. Et puis avec Walter, on a aussi rencontré quelques représentants locaux de ce mouvement. Et là, je me suis dit que c'était vraiment pas notre histoire. Et qu'on parlait vraiment pas de la même chose. Hein, un petit exemple, la numéro 2 de la liste, de la tête de liste En Marche, il la connaît depuis une semaine. Hein. Bon, eh ben, c'est un bon résumé de ce qu'est la manière de faire de la politique par ce mouvement aujourd'hui, ce qui est pas sérieux et ce qui est pas respectueux pour les Roséens. Voilà. Et donc, je suis très content après l'été d'avoir repris ma liberté et de ne plus rien devoir à personne, à aucun appareil politique, quel qu'il soit. On est, je l'ai dit, on est des gens libres et on ne doit plus rien à personne dans cette histoire-là. Et on aura de comptes à rendre qu'aux Roséens et à personne d'autre. Alors, on a parlé tout à l'heure des 6 points qui nous distinguent. Peut-être on va revenir sur certains points particuliers du programme, notamment la question des nuisances écologiques. On a parlé de l'aéroport, on ne va pas y revenir. Mais il y a d'autres nuisances qui embêtent la population. Du périphérique, notamment. Alors, je parle du périphérique, je parle de la chaudière bois, ces éléments. Tu veux en parler ? La chaudière bois, alors ça, c'est pareil, c'est un sujet compliqué, hein, parce que c'est typiquement un sujet qui est porté par la métropole dans le cadre de sa politique de transition énergétique. Avec laquelle on peut être en phase, hein, sur ces modes alternatifs en matière d'énergie. Bon, et en même temps, on a échangé, y compris avec des gens de Trente-Mou Village, avec Paolo qui habite Trente-Mou, avec Francis Higel qui est pas là ce soir, mais qui est vice-président de Trente-Mou Village et qui nous a beaucoup éclairé sur le sujet. On salue Francis. On salue Francis qui devait être là ce soir, mais il a dû avoir un empêchement. Et donc on a décidé de prendre en compte cette question-là, non pas pour remettre en cause le projet de Chaudière-Bois, puisque les choses sont engagées, l'opérateur existe, bon, et c'est assez irresponsable d'ailleurs, comme ça a été fait d'ailleurs à une époque, ça a été un des éléments de rupture pour moi avec le maire, comme ça a été fait à l'époque quand un courrier est parti pour demander un moratoire par rapport à ce sujet-là, qui remettait en cause globalement les accords qui avaient été trouvés avec l'opérateur, et dont on savait très bien qu'ils ne seraient pas réalisables. Et donc,
on a décidé, et on l'a notamment précisé vous pouvez le voir sur site d'ailleurs, puisqu'on a été sollicité par 30 Mots Village sur tout un tas de questions, notamment celle-là, et on a précisé qu'on mettrait tout en œuvre pour contrôler. Mais peut-être que, Paolo, tu pourras en dire 2 mots pour contrôler cette question de la chaudière bois avec des questions de capteurs, avec tout un système qui permet, si on n'a pas les conditions suffisantes pour vérifier la qualité de l'air et les questions potentiellement de santé publique que ça peut poser, eh ben, je veux dire, on bloquera le système d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on aura une fermeté dans la position à tenir. Alors, autre sujet, quand tu dis redonner toute sa place à l'arpège, ça veut dire quoi ? Alors, il vient de partir, mais redonner toute sa place à l'arpège, c'est créer les conditions aujourd'hui que sur le volet petite enfance, adolescent, voire jeune adulte, il y a la nécessité qu'une structure associative qui a l'arpège puisse prendre en compte ce que les acteurs éducatifs appellent l'espèce de lien entre ces différents niveaux de construction individuelle que sont la petite enfance, l'enfance, l'adolescence et le monde adulte. Et que dans le cadre d'un projet de structure, c'est important de pouvoir travailler sur l'ensemble de cette globalité. Donc, ce qui n'est plus le cas, puisque une partie des compétences liées à la jeunesse, pas une partie, la compétence jeunesse a été retirée à l'arpège pour faire de la régie directe avec quelques professionnels qui ont été recrutés au niveau de la ville. Bon, et qui font pas le même boulot parce qu'ils n'ont pas la formation. Et puis il faut savoir en plus que sur ces sujets-là, il y a besoin d'un peu de souplesse en matière de fonctionnement, d'un peu de souplesse en termes de dépenses financières, et que mon modèle, moi, c'est plutôt un modèle accord qu'un modèle régie directe, pour être clair. Et donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que moi, je veux redonner, et ça rejoint la question de comment on fait confiance, je veux redonner à une association la capacité de fonctionner en dynamique associative avec des parents investis et avec des moyens qui seront éventuellement donnés pour que l'offre soit à la hauteur des attentes des parents. Ce qui est plus le cas aujourd'hui, parce qu'il y a très peu de parents, enfin Nicolas pourra en parler, il y a très peu de parents qui sont mobilisés, et la dynamique associative n'a de nom que le terme associatif. Donc il y a des choses à reconstruire de ce point de vue. Alors on a bien entendu le conseil de Gilles dire sur l'écologie, il fallait plutôt être modéré dans ses propositions. Est-ce que tu peux détailler un petit peu les objets sur lesquels on travaille sur la partie écologique? On pense notamment au mode doux. Sur l'écologie, il y a toute la politique de déplacement, de mobilité. Bon, mais je veux dire, ça, c'est des choses qui sont en cours, sur lesquelles on peut aller. Puis les navettes électriques. Sur lesquelles on peut aller plus loin. Bon, on fait des propositions dans le flyer sur les navettes électriques, mais qui n'est pas simplement une question d'écologie, qui est aussi une question de mobilité et de mobilité adaptée aux besoins, puisque on voit bien qu'aujourd'hui, en termes de mis à part les modes doux, sur la question du transport collectif, c'est plutôt les axes structurants qui sont développés. Et donc, il manque la question de ce qu'on appelle le dernier kilomètre. C'est-à-dire comment on va d'une station à chez soi. Et notamment, c'est vrai pour les personnes âgées, c'est vrai pour les personnes handicapées. Et donc, il faut quand même faire un peu de dentelle sur un sujet comme ça et penser des modèles qui soient des modèles un peu ajustés, en proximité, pour que un certain nombre d'habitants puissent pouvoir bénéficier d'une offre adaptée. Alors, effectivement, il y a des réflexions à mener autour du modèle électrique, mais ça pose globalement la question de la mobilité. Ouais. Alors, autre sujet, sur les cantines scolaires, beaucoup se plaignent du coût. Ah. Alors, vrai sujet, alors peut-être... certaines personnes qui nous ont proposé. On a été alerté par certaines, plus que certains, je ne vais pas les nommer. Non, mais la question il y a plusieurs choses sur les cantines scolaires. Oui, il y a la question classique de quelle cantine parle-t-on et de quelle alimentation parle-t-on. Donc on va pas être très novateur parce que tout le monde en parle, mais c'est vrai que la question du bio, tendre vers le bio, parce que ceux qui disent on va faire du bio à 100%, si j'ai bien entendu les quelques spécialistes qui m'ont alerté là-dessus, c'est un peu de la com, parce que c'est extrêmement compliqué, mais tendre vers le bio le plus possible, oui. La question du zéro déchet, oui. Bon, je suis pas complètement novateur là-dessus, parce que c'est des choses qui ont été... Enfin, beaucoup veulent tendre vers ça. Après, il faudra réussir à mettre ça en place. Et puis, il y a la question du coût.
Et donc, je pense que, enfin, je crois savoir qu'à un moment donné, on a voulu montrer qu'on était plus à gauche que moi, tu meurs. Donc, on fait payer les riches. On fait payer les riches très cher. Et alors, Walter me disait hier, il me dit, on est, du point de vue du tarif maximum, la deuxième ville de France. C'est ce que tu mets. Non. Enfin, en tout cas, on est parmi les plus chers, en tout cas. Ouais. On est très haut. Bon. Donc, moi, la question de l'équité, ça passe aussi par la question des équilibres à trouver. Qu'il y ait des gens qui aient peu d'argent, qui payent pas cher ou pour lesquels ça soit gratuit, ne me choque pas. Que par contre, on crée un différentiel tel qui fait que aujourd'hui c'est 8 euros, je crois, hein, de mémoire, plus que ça. Bon. C'est la question du consentement. Effectivement, moi, j'ai dit que moi, je veux rassembler. Moi, je suis un mec de gauche, mais une gauche modérée. Moi, je suis pas dans le clivage et je suis pas dans l'affichage. Donc, on travaillera sur quelque chose qui permette de porter aussi quelque chose qui donne à avoir une forme d'équilibre. Une forme d'équilibre, ça ne veut pas dire une absence d'équité. Une forme d'équilibre, ça veut dire qu'il faut que les choses soient acceptables par tout le monde. C'est pour ça que tu proposes aussi un conseil écologique. On se dit, oui, alors effectivement, alors pas que pour ça, mais globalement sur cette question d'écologie, et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur on aurait pu le mettre dans le volet citoyenneté d'ailleurs. Ça renvoie à comment on travaille un peu toutes ces questions-là, et si on est en responsabilité très tôt, très vite, on créera, si vous en êtes d'accord, mais je sais que vous en êtes d'accord, un conseil écologique parce que il faut alors. C'est un peu ce que Macron a fait, mais je veux dire, on l'a pas fait pour ça, avec son conseil lié à la transition énergétique, je sais plus comment ça s'appelle, mais créer les conditions avec un panel de citoyens pour travailler globalement la question écologique. Que ça corresponde à l'attente habitante, à ce qui est possible, comme dit Gilles, c'est-à-dire qu'on fait pas de la com là-dessus. Quand j'entends parler de 10 000 arbres, ça me fait marrer. Je veux dire, faut arrêter, quoi. Je sais pas où on va les mettre. Et puis, je sais pas ce qu'on va démolir comme voirie pour les planter. Puis, quand on fait un programme de 25 pages, il y a un paquet d'arbres qui sont utilisés là-dessus. Donc, non, mais c'est un peu facile de ma part de dire ça. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut être responsable sur un sujet comme ça. Et donc, on créera les conditions d'une concertation sur des modes qui sont à préciser, mais qui permettront qu'on pense globalement cette question-là et en responsabilité. On va pas aborder tous les points, mais bon, on va parler quand même aussi de culture, c'est important. Tu as été adjoint à la culture, notamment. Oui, si tu veux, non, mais moi je suis timide. Mais la culture, oui, alors j'ai été adjoint à la culture, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était un très beau mandat. Bah, la culture, l'enjeu c'est quand même la culture pour tous. Diversité, accès. C'est la culture du plus grand nombre. Moi, mais je veux dire, on le portait avec Gilles, j'ai toujours considéré que l'offre culturelle, elle se regarde là aussi, même s'il n'y a pas de compétences culturelles à l'échelle de la métropole, elle se regarde à l'échelle locale, mais elle se regarde plus globalement. Et on avait initié notamment des partenariats avec des communes, par exemple en matière de lecture publique avec Saint-Herblain, et en matière de diffusion musicale avec un certain nombre de structures qui sont sur l'agglomération, de façon à ce qu'on ne retrouve pas des spectacles dans deux salles différentes à 6 mois de calendrier, ce qui correspond à rien du tout. Et donc nous, alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais nous à l'époque on avait assumé des vrais choix en matière de baroque, en matière de musique du monde. C'est là-dessus que Creuset était reconnu. Et puis, par ailleurs, il y avait Saint-Herblain qui était reconnu au niveau de la danse, il y avait le lieu unique qui était plutôt reconnu autour de la musique contemporaine. Et l'idée, c'était de travailler des partenariats et de créer les conditions pour que le citoyen bénéficie d'une offre diversifiée, considérant que c'était pas simplement à une commune d'avoir une offre qui réponde à tout. Et moi, je continuerai, de ce point de vue-là, à porter ce débat-là, parce que ça va dans le sens de ce que je vous ai expliqué, sur la dimension métropolitaine, et puis ça va aussi dans le sens d'une mutualisation de la dépense publique aussi en matière d'offres, qui est aussi quelque chose qui n'est pas accessoire. Mais il reste que l'enjeu, c'est la question de l'accessibilité. Et même si je dois reconnaître qu'à Crozet, on crée les conditions pour que les spectacles ne soient pas trop chers,
ça reste toujours trop cher. Il faudra aller encore plus loin. Alors, on fait des propositions, notamment de passe culture. C'est peut-être des choses qui peuvent se discuter avec la région. Il y aura des dispositifs à inventer là-dessus, mais on sait bien que c'est un enjeu. Parce qu'au-delà de la culture, c'est un enjeu d'éducation. Et c'est notamment un enjeu d'éducation pour ceux qui sont très très loin de ces questions-là. Et donc il y a une responsabilité du politique et de l'action publique d'amener ces gens-là ces gens-là au sens les gens qui en bénéficient pas aujourd'hui, de créer les conditions pour qu'ils puissent en bénéficier. Et puis il y a la question des lieux, des équipements. J'en ai parlé là. Tu en as parlé? Ah bon, je viens d'en parler. oui, oui, des équipements. Non, de l'équipement culturel. On a ce qu'il faut. Ouais, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Mais est-ce qu'on peut optimiser des lieux? Non, mais moi, alors c'est pareil. Moi, je faisais partie de ceux qui considéraient qu'avoir une salle, je crois qu'on était d'accord là-dessus, d'avoir une salle de 1000 personnes, ça servait à rien. Je pense qu'on a plutôt intérêt. C'est pour ça qu'on a réhabilité le théâtre. C'est pour ça qu'on a créé l'auditorium, qui est une salle de 450 places. C'est parce que il est plus intéressant de travailler avec différents équipements, ce qui permet de travailler aussi sur des programmations de nature différente, plutôt que d'avoir une salle. Non, je pensais à la maison du développement durable. Ouais. Ah oui. Oui. Oui, oui. Alors, on envisageait éventuellement de travailler sur une évolution de la maison du développement durable, qui pourrait être une maison de résidence, y compris culturelle. Moi, j'ai en mémoire l'époque de la nuit de l'écriture. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'était quelque chose d'assez exceptionnel, la nuit de l'écriture. C'est-à-dire qu'on accueillait des écrivains en résidence, qui étaient là pendant une semaine, qu'on accueillait, alors ils étaient plutôt au Corbusier de mémoire ou à la Morinière, enfin plutôt au Corbusier, et qui travaillaient sur des nouvelles pendant une semaine de Rosé. Et ensuite, il y avait une manifestation derrière qui mettait en scène ce type de démarche. Et je trouvais il y a des choses extraordinaires qui ont été écrites par ces gens-là sur le regard qu'ils portaient de notre ville. Et en plus, c'était une manifestation du coup qui générait beaucoup de public et de public, y compris éloigné de la lecture et de l'écriture. Je prends cet exemple-là parce que les résidences ou d'artistes ou d'écrivains, on a besoin d'un lieu. Je veux dire, si on veut avancer sur des manifestations telles que celle-là, on a besoin de créer un lieu qui soit identifié pour ça. Et aujourd'hui, on n'en a pas. Ça veut dire, y compris peut-être une évolution de la maison du développement durable. Puis la question des lieux de l'équipement se pose aussi sur la question économique, sur le développement économique. Est-ce qu'on a assez de lieux pour accueillir les startups innovantes? On sait que dans la liste, on a pas mal d'entrepreneurs ou d'auto-entrepreneurs. Alors ça, c'est la force d'une liste comme les nôtres. C'est-à-dire qu'on est obligé, et moi le premier, mais pas que, on est obligé de faire évoluer nos logiciels. Parce que on a des entrepreneurs sur la liste qui disent ouais, mais à Rosé il n'y a pas d'espace de coworking, quand il y a de l'espace on pense à de l'habitat mais on crée pas les conditions pour accueillir de l'entreprise, tout se passe pas à Nantes et donc comment on peut imaginer et ça existe. Comment on peut imaginer que certains lieux soient des lieux de mise en réseau sur le plan économique ou de création d'entreprises économiques, de faire en sorte que la question économique, ça soit, même si c'est une compétence métropolitaine, elle prenne aussi place pour une ville comme la nôtre. Sans parler du fait qu'il y a la question des déplacements, des circuits courts, enfin bon, il y a toute un tas de questions derrière. Et donc on regardera à travers un certain nombre d'espaces qui existent si on ne peut pas avancer sur cette question-là. Alors comme on est sur la question des équipements et des lieux, sur la vie associative, est-ce que tu peux parler notamment de la trocardière? Quel est ton point de vue sur la troc? Est-ce que c'est un aménagement qui est... Oui, alors sur la troc... Je sais que ça t'agace. Non, ça m'agace pas, mais ça dépasse la question de la vie associative. Moi, j'ai un point de vue là-dessus. J'étais pas d'accord avec la transformation de la halle de la trocardière. D'ailleurs, je l'ai dit au conseil municipal, ça n'a pas fait plaisir. J'étais pas d'accord parce que je vois bien quelle a été la démarche. Fallait s'adresser au monde du sport, qui effectivement a des besoins. Bon, ok, c'est vrai, mais il y a aussi des besoins du point de vue d'un lieu polyvalent comme celui de la Trocardière. On le voit bien d'ailleurs avec le salon Natura. Et puis c'est le seul espace dans le Sud-Loire qui existe de la sorte. D'autant plus
que des équipements à la Trocardière, il va y en avoir. Il va y avoir un équipement pour le basket avec la ligue de basket qui va venir s'installer à la Trocardière. Il y a un autre équipement pas très loin aux Cités-Unies. Donc il y a trois. Ça fera trois gymnases sur le même site. Bon. Donc je pense que la Trocardière, il fallait garder ce qu'elle était, quitte à la faire évoluer en termes d'espace polyvalent, et peut-être du coup créer les conditions que, alors je ne sais pas si ça pouvait évoluer en termes de maison des associations, mais tout au moins créer les conditions pour que les associations aient un lieu à la hauteur de leurs attentes, qui leur permettent de se réunir, de développer un certain nombre d'activités. Enfin voilà, il y a ce qu'on a fait en termes d'aménagement pour le sport, on aurait pu le faire autour de la question associative. Donc ça peut être un sujet dans ce mandat. Sans parler de ce que ça a coûté, puisque c'est quand même de mémoire plus de 2 millions d'euros de dépenses. 3 millions dans ma tête, mais oui. Oui, enfin, on n'est plus à 1 million près à un moment donné, mais enfin, je veux dire, c'est des sommes. Non, mais je dis ça, si, 1 million, mais c'est des sommes colossales qu'on a mis. Excusez-moi, Monsieur Tano, j'ai eu une liberté de langage. Mais vous n'êtes pas obligé de le reprendre. Vous rectifierez. Non, mais je veux dire, c'est un sujet, puis on joue pas avec l'argent du contribuable comme ça. 500 000 euros sur le skate. Enfin bon, voilà, je veux dire, à un moment donné, il faut être responsable. Alors, on va terminer par 2 autres sujets. Le sport. Alors, l'OMS, pareil. Le sport, oui. L'OMS, on a été interrogé par l'OMS pour savoir quelle vision... L'OMS, l'Office municipal des sports. Bon, qui est en gros une instance qui coordonne un certain nombre les clubs sportifs et qui revendique d'avoir une place à la fois dans la définition de la politique sportive et puis sur un certain nombre de sujets, les questions de créneaux par exemple pour les clubs, puis un certain nombre d'autres compétences. Le message, moi, il est simple, c'est-à-dire que moi je pense que l'OMS, il faut, là encore, c'est plutôt le modèle nantais, c'est-à-dire qu'il faut à la fois un rapport intelligent et responsable. Intelligent parce que à un moment donné, quand une structure telle que celle-là veut prendre sa part dans la définition de la politique sportive, il faut qu'elle puisse prendre sa part. Il faut qu'on le fasse en intelligence, en responsabilité, en échange. Mais si vous avez des gens qui sont investis de la sorte, il faut créer les conditions pour qu'ils puissent continuer à s'investir. Et c'est pas en étant dans un rapport de défiance avec eux que vous allez régler les questions. Donc moi, l'OMS, je souhaite qu'elle reprenne, parce que c'était vrai avec Gilles. Ça a été remis en cause sur ce mandat-là, en partie. Et moi, je souhaite que l'OMS reprenne toute sa place dans la définition du monde sportif. Et puis un certain nombre de questions, la définition des créneaux sportifs, je l'ai dit. Il y avait aussi la remise en l'état du stade de la Trocardière. Quand vous discutez avec les gens qui font du foot et quand vous leur dites que 500 000 euros a été mis sur le skate, j'ai rien contre l'histoire du skate, c'était très bien. Mais d'abord, ça s'est fait quand même quelques semaines avant les élections, donc j'aime pas bien ça. Et puis deux, je veux dire, on n'était pas obligé d'en faire des caisses par rapport à ça. On pouvait faire quelque chose d'un peu plus mesuré. Ceci dit, quand les gens de la Trocardière voient ça, ils disent bah oui, mais nous, quand même, le site, parce que c'est un site ancien, qui a besoin quand même d'être reconfiguré, qui attend d'avoir, puisqu'il y a du sport féminin, des vestiaires spécifiques pour les femmes. Enfin bon, voilà, il y a tout un tas de choses à imaginer. Donc, en termes d'investissement, ça sera la première chose qu'on regardera. Cette question de la remise en état du stade de la Trocardière. Je pense qu'on a fait un grand tour d'horizon. On n'a pas parlé des seniors, peut-être. Est-ce que tu veux dire un mot sur le vieillissement ? Qu'est-ce qu'on a dans le programme ? Oui, on a dit 2-3 choses. Ça, c'est un enjeu important. Donc, il y a un certain nombre d'équipements qui existent à Rezé. Je pense que la question de la mobilité pour les seniors, j'en ai parlé, c'est un truc important. Il y a la suggestion des EHPAD hors les murs, qui avait été proposée par Virginie, je crois. Ah, c'est ça. Oui. Hein. Oui. Tu veux en dire 2 mots ? C'est ça. Oui, ouais. Exactement. Non, mais voilà, d'améliorer peut-être le niveau de service de proximité pour que les personnes elles puissent rester le plus longtemps aussi à domicile. C'est vrai que c'est voilà, il y a aussi
voilà, d'aménager des lieux qui soient des lieux collectifs, par exemple pour la restauration du midi, voilà, d'être dans un accompagnement qui soit sécurisant comme les EHPAD, mais sans forcément voilà, sortir les personnes de leur lieu de vie. Voilà. On peut pas tout trouver dans le flyer, mais ce qui est important, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, on a besoin. On me confirme que c'était bien la cantine la plus chère de France. Ah d'accord. Eh oui. D'accord. Donc oui, sur les personnes âgées, la question, c'est la question de comment on accompagne les gens qui veulent rester dans leur milieu et comment on crée les conditions pour ça. Et il faudra trouver un certain nombre de propositions un peu innovantes là-dessus. Ben voilà, Eric, on est à la fin de notre réunion publique, on l'a faite. Est-ce que, chers colistiers et chers publics, vous auriez d'autres questions ou est-ce qu'on arrête là pour ce soir ? C'est bon, je pense qu'on a fait un grand tour d'horizon. Merci à vous de votre présence. Je rappelle qu'après ce soir, il nous reste encore une quinzaine de jours. Comme Nicolas l'a dit, on a encore du travail devant nous à mobiliser. Parlez autour de vous. Parlez du bouche à oreille, c'est le plus efficace. Et puis parlez aussi sur les réseaux sociaux. Il faut absolument mobiliser. Il n'y a pas de raison, on a fait un super travail. On a des propositions en tout cas crédibles, en tout cas aussi crédibles qu'un certain nombre d'autres listes. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. C'est à nous, il n'y a qu'à nous. C'est sur nous que repose, je dirais, le succès de notre liste et on va essayer ensemble d'aller le plus haut possible. Je vous rappelle notre rendez-vous du comité de pilotage de campagne. C'est mercredi, de mémoire. Mercredi, même heure, ici, 18h30. On fera moins de bruit, promis, Nathalie. Et quoique... Alors, je rappelle que jeudi prochain, donc sur Internet, on diffusera en direct, on répondra aux questions. Donc, parlez-en autour de vous, sur les réseaux, parlez-en autour de vous. S'il y a des gens qui se posent des questions sur la liste, c'est l'occasion. Et il y aura une session de rattrapage le jeudi d'après, même heure, 19h30, sur Internet. C'est sur notre page Facebook, facebook.com/Buchan 2020. Est-ce que tu veux dire un petit mot de la conclusion ? Merci. Je veux dire. Est-ce que tu es content ? Oui. Non, je suis content. Oui. Non, mais c'est vrai que je disais à Walter, je terminerai là-dessus. Je serai très court. On en rêvait d'une certaine manière de moments comme ça, et c'est bien que le rêve soit devenu réalité. Voilà. Merci à toi.